Le bois est vert, très vert. À l'heure du réchauffement climatique et des débats sur la transition énergétique, le bois apparaît aujourd'hui comme une solution vertueuse pour réduire le grand écart entre les exigences du développement et la préservation de notre planète. L'époque aidant, il est même devenu source de profit. Effet d'aubaine en France et en Europe, divers projets de centrales vertes utilisant du bois ont ainsi vu le jour ces dernières années. Des projets souvent pharaoniques qui, derrière leur affichage écologique, font pourtant peser de lourdes menaces sur la forêt française. Exemple emblématique de la frénésie qui s'est emparée du secteur, l'implantation d'une centrale biomasse géante à Gardanne, au cœur des forêts de Provence. Tout commence en juillet 2010, sous l'impulsion du politique. C'est Éric Besson, alors ministre de l'Industrie, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui ont pris cette décision. Quelques jours d'ailleurs avant les élections présidentielles, pendant la campagne électorale. Voilà, ce qui m'a d'ailleurs étonné, qu'on se précipite sur un projet aussi gigantesque. Je me réjouis du coup d'envoi de ce projet qui participe au développement sans précédent des énergies renouvelables engagées par le gouvernement. Il s'agit d'une opportunité pour le territoire et pour cette opportunité, tout le monde doit se mobiliser. Vous pouvez compter sur la mobilisation du gouvernement et la mienne. C'est ainsi que commence en septembre 2012 ce chantier le plus important jamais réalisé en France, largement subventionné par l'État français au nom de la transition énergétique. L'heureux bénéficiaire est un géant du secteur, l'allemand E.ON. Pétrole, charbon, gaz, nucléaire et aujourd'hui énergie renouvelable, la multinationale, troisième groupe mondial de l'énergie, pèse 132 milliards d'euros. Dans cette ancienne cité minière, la vieille centrale à charbon, condamnée à la fermeture, a été ainsi convertie en centrale électrique dite biomasse, fonctionnant au bois. Et pour ce projet hors norme, la communication est bien réglée. C'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique. On abandonne une énergie fossile pour utiliser une énergie renouvelable qu'est la biomasse. On assure la production d'électricité pour 440 000 foyers. Donc c'est quand même dimensionnant aujourd'hui dans la vie locale et régionale. Il s'agit de développer une filière bois, de permettre des investissements, de permettre localement à des petits exploitants forestiers de pouvoir investir dans du matériel durablement, donc de créer une activité économique. Un des arguments pour la centrale d'E.ON, c'est le maintien de l'emploi et je pense qu'il faut maintenir des emplois, mais je pense aussi, et je l'ai dit à mes amis de Gardanne, aux élus de Gardanne, qu'on peut perdre plus d'emplois de forestiers, plus d'emplois touristiques si on dénature ce territoire. Des inquiétudes partagées par bon nombre d'élus locaux. Car pour alimenter ces chaudières, la centrale géante de Gardanne a besoin d'1 million de tonnes de bois par an. Conséquence, les coupes d'arbres dans la forêt méditerranéenne vont se multiplier. L'ouverture de la centrale E.ON est prévue en janvier 2016. En attendant, elle constitue ses stocks. Et déjà, de nouvelles coupes rases apparaissent. Pratiques forestières controversées, leur multiplication fait craindre le pire aux habitants de la région.
On n'a pas beaucoup d'atouts sur notre territoire. Notre atout, c'est notre qualité de vie, un tourisme authentique. Dans les forêts, les balades, les randonnées pédestres, à cheval, à vélo, etc. Donc on a vraiment la forêt et la nature à développer au niveau touristique. Donc si on nous enlève ça, qu'est-ce qu'il nous reste ? Impact sur le territoire, surexploitation de la ressource, conflit d'intérêts avec les acteurs locaux, l'arrivée d'E.ON suscite colère et incompréhension. Nous avons, par l'intermédiaire d'un avocat, nous avons déposé cette semaine un recours contre l'arrêté autorisant l'exploitation de la centrale E.ON de Gardanne. Et aujourd'hui, le recours que l'on fait, que Jean-Louis Joseph vous a expliqué, je ne vais pas y revenir dessus, le recours c'est un prétexte pour essayer de se faire entendre. E.ON c'est une aberration écologique, c'est une aberration sanitaire, c'est une aberration en matière d'environnement. Responsable des parcs naturels du Luberon et du Verdon, maire du Vaucluse ou des Alpes de Haute-Provence, ce sont plusieurs centaines d'élus qui se mobilisent pour dénoncer le projet E.ON. Jean-Louis Joseph. Aujourd'hui, le projet E.ON va bien au-delà de la capacité de production de nos forêts et nous craignons pour nos paysages, nous craignons pour les 55 chaudières bois que nous avons déjà installées sur le territoire du parc, et il y en a une cinquantaine en projet. On a fait beaucoup d'efforts sur ce territoire et c'est le risque de désorganisation. Parce qu'on ne tient pas compte de nos territoires derrière qui vont être pillés, j'ose le mot, vont être pillés au plus facile pour une rentabilité qui ne laissera rien sur le territoire, aussi bien pour le public que pour le privé. Au cœur de la polémique, les zones d'approvisionnement prioritaires de la centrale, les ZAP dans le langage forestier. D'une taille sans précédent, elles englobent des territoires qui s'étendent jusqu'à 400 km autour de Gardanne. Parc naturel des Cévennes, du Luberon et du Verdon, autant de zones protégées composées de forêts centenaires, de chênes, de hêtres, de pins ou de châtaigniers, dans lesquelles le bois va être coupé. Lorsqu'on voit et lorsqu'on entend qu'on va venir chercher dans notre région, dans un périmètre de 400 km, qu'on va venir chercher 1 million de tonnes de bois par an, on commence à se faire quand même un petit peu du souci. Et quand on voit qu'on a mis en place un circuit court de la filière locale pour sécuriser tout ça, et qu'on voit des grosses multinationales qui viennent là, on se dit que tous les petits ne vont plus exister et n'auront pas leur bout de gras, et que ce sont encore les gros qui vont avoir tous les bénéfices. À la lisière du Luberon, en pleine forêt de la montagne de Lure, Radio Zinzine est l'épicentre de la contestation. Horloge, dans 5 minutes, donc le démarrage des informations ce soir avec Gardanne, Nick présent dans le studio qui va nous donner des nouvelles. Fondée en mai 81, Radio Zinzine a gardé l'esprit libertaire des premières heures de la radio libre. Nicolas Bell est un de ses plus anciens piliers. Engagé de longue date dans les grandes causes environnementales, cet Anglais, qui a choisi la Provence comme terre d'accueil depuis les années 70, est le fondateur du collectif SOS Forêt du Sud. C'est lui le premier à avoir lancé l'alerte sur le projet E.ON. On va en venir aux actualités, aux informations. Attachez vos ceintures. On a organisé une première rencontre publique très vite, en novembre 2013. Il y avait 150 personnes à Forcalquier dans une réunion publique, qui n'est pas rien pour une ville de 4-5 000 habitants, quoi. Très vite, ça a parlé à des gens. Ils étaient choqués. Qu'est-ce que c'est ce truc ? D'abord, ils avaient vraiment peur pour la forêt. Quel impact ça peut avoir ? Mais ils étaient aussi choqués par le fait qu'il n'y avait aucune consultation. Tout ça, ça arrive comme ça, avec aucune... Voilà, on n'est pas au courant, quoi. Une enquête d'utilité publique a bien été effectuée. Mais comme le prévoit la loi,
elle s'est limitée à consulter les habitants des 5 communes voisines de Gardanne, bien loin des zones concernées à 400 km de là. Ici, on arrive maintenant à genre 500 collectivités, une énorme contestation, mais complètement surprenante. À mon avis, qui a beaucoup surpris E.ON et qui a beaucoup surpris les pouvoirs publics et les ministères. Ils sont très embêtés par ça. Cette opposition est surprenante parce que le projet avait vocation à avoir un impact positif sur l'environnement, réduire les émissions de CO2, puisque l'unité Provence 4 biomasse émettra 4 fois moins de CO2 qu'elle n'en émettait auparavant. On va chercher le bois dans des coins très reculés, très difficiles. On va donc transporter sur 200 km ou même plus le bois pour le déchiqueter. Ça coûte cher de déchiqueter. On va, après tout ça, on va le brûler. Et il y a en fait 7 arbres sur 10 qui ne servent pas à créer de l'électricité, qui vont chauffer finalement, ils chauffent le ciel et ils font la pollution. Ils font de la pollution. Sept arbres sur 10 vont ainsi partir en fumée sans produire la moindre électricité. À peine plus de 30% de rendement énergétique. Pour pallier cette faiblesse, les industriels doivent donc puiser massivement dans la ressource. Un objectif sans incidence, affirme-t-il. Une des raisons de l'implantation d'E.ON à Gardanne, c'est la taille des forêts françaises et l'augmentation de leur superficie. Mieux encore, elles seraient, selon eux, largement sous-exploitées. La forêt méditerranéenne a une caractéristique principale, c'est qu'elle s'accroît de 5 millions de tonnes de bois tous les ans. Une partie de ces 5 millions est déjà prélevée par une filière bois qui existe pour, notamment dans la forêt méditerranéenne, l'industrie papetière qui prélève un peu plus d'1 million de tonnes de bois pour son utilisation. Et donc sur ces 5 millions, il y en a 1 million qui est prélevé, il en reste encore 4 millions. Donc vous voyez qu'on est loin d'assécher la ressource naturelle qui se crée autour de la forêt. L'affirmation est pour le moins optimiste. Un quart de la forêt méditerranéenne est en effet inaccessible. Les bois morts et surtout les prélèvements des particuliers ne sont pas non plus pris en compte. Au final, la ressource disponible est bien inférieure aux 4 millions annoncés, de 4 à 8 fois moins selon les sources. Mais il y a plus préoccupant. Au-delà de la seule quantité disponible, les besoins des E.ON sont tels qu'ils impliquent de transformer les pratiques sylvicoles, comme par exemple reboiser les parcelles avec des essences à croissance rapide. Pin noir, Douglas et autres résineux. 27 mètres. Le risque, il est sur la nature des forêts. C'est sur la qualité des forêts. Il est beaucoup plus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une évolution vers l'enrésinement, donc la transformation des forêts de feuillus en résineux, et puis on commence à manger les forêts feuillues. En termes de biodiversité forestière, et moi personnellement, en tant que forestier, c'est plus ça qui me touche, c'est dramatique. Voilà, c'est dramatique. Et c'est une logique financière, si vous voulez, qui se fout pas mal de l'état initial de la forêt. Ce qui l'intéresse, c'est le taux de rendement du placement. Je vais mesurer le bois dominant. Gaëtan Dubus est ingénieur forestier. Son travail consiste, entre autres, à faire l'état des lieux des parcelles de bois et identifier les arbres qui peuvent être coupés. Voilà, celui-là, il dépasse les 30 mètres. Hein. Donc 100% à être. Bon ben on va rentrer dans les Douglas, je sais à quoi ressemble le dessus. Fondateur du mouvement Alternative Forestière, il revendique une gestion sélective et durable de la forêt. Là, voilà la mortalité naturelle. La biodiversité typiquement forestière est clairement menacée par ce régime de perturbation intensif. Gros bois. On pousse les forestiers à produire de plus en plus des petits bois et dans des cycles très courts. Et donc, couper les bois jeunes, la conséquence écologique très forte, c'est que plus on les coupe jeunes, plus on exporte de minéraux et plus on empêche la biodiversité typiquement forestière de s'installer.
Évidemment, si on met dans la tête des gens l'idée qu'une forêt, c'est simplement des arbres côte à côte, peu importe les espèces, ben, ça mène à des contresens. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que cette simple augmentation de la surface forestière, ça justifie l'abattage. Pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas la forêt qui a augmenté, c'est les plantations d'arbres. Je crois que c'est la racine du problème, vous voyez. Si on mélange une plantation monospécifique d'arbres avec une forêt, on mélange tout, on ne comprend plus rien. Et ça permet d'ailleurs à des compagnies comme E.ON de progresser facilement. De fait, la machine E.ON est lancée, exerçant son influence sur l'ensemble de la filière bois. Un lobbying actif, notamment en direction des propriétaires privés qui possèdent les 3/4 de la forêt méditerranéenne. Ce morcellement a été jusqu'ici un frein à la surexploitation industrielle. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. Un acteur comme E.ON a la capacité de regrouper des parcelles forestières, ce qui attire la filière. Donc quand on arrive avec des techniciens, toute une logique d'accompagnement des salariés qui sont là pour ça, on a la capacité de regrouper, de fédérer avec l'appui, malheureusement pour moi, des administrations en place. On a la capacité de regrouper les parcelles pour en faire des chantiers, des gros chantiers. Donc ce que je crains, c'est que les opérations soient brutales et pas du tout fines. Gestion intensive contre développement durable, logique financière contre biodiversité, deux conceptions s'opposent. En tout état de cause, l'arrivée des E.ON ne menace pas seulement les forêts. Le marché local du bois est lui aussi mis sous pression. La guerre du bois est lancée, donc une guerre du bois féroce. Avec des monstres comme E.ON Gardanne. Brigitte Reynaud est maire de Revès-des-Brousses, un petit village des Alpes de Haute-Provence de 272 habitants. Partisane d'une économie à l'échelle locale, elle a initié en 2012 la création d'une plateforme de stockage de bois destinée aux chaufferies municipales. Alors voilà, ici il y a un tas de plaquettes, mais qui n'est pas à l'abri, hein, donc c'est du bois déchiqueté, c'est du résineux. À l'origine du projet, il s'agissait de mobiliser les petits exploitants forestiers du territoire pour produire en circuit court. Au départ, il y a eu un PAT, un programme d'approvisionnement territorial, donc c'est une étude sérieuse qui a été faite par des gens sérieux, l'État y est allé aussi, enfin tout le monde y est allé de ces résultats d'études qui disaient qu'avec les chaudières collectives, les chaudières publiques, les exploitants qui prendraient cette plateforme ça serait rentable. Aujourd'hui, on voit que ça ne l'est pas et ils ont tous les regards dirigés vers les portes d'E.ON. Donc je suis déçue parce que voilà, j'ai l'impression d'un ratage total et voilà, on a un lieu qui se retrouve abandonné et c'est vide. Difficile en effet de rivaliser avec les offres d'un géant comme E.ON qui propose aux exploitants des volumes d'achat défiant toute concurrence. Des petites unités d'un côté, des mégastructures de l'autre, la Cour des comptes, elle aussi, va pointer du doigt le déséquilibre. Dans son rapport public de 2013 sur les énergies renouvelables, les magistrats confirment que les gros projets entrent en concurrence avec les plus modestes. Dans leurs conclusions, les rapporteurs de l'étude iront jusqu'à recommander l'arrêt des appels d'offres pour les installations biomasse. Ce rapport accablant de la Cour des comptes, ajouté à la colère des élus, ont fini par alerter les autorités de tutelle. Conséquence, E.ON a été contraint de modifier son plan d'approvisionnement. C'est le côté pervers et problématique d'une contestation. Le gouvernement et le préfet, avec le comité biomasse régional, etc., ils ont senti qu'il fallait changer les discours envers E.ON. Et donc, ils ont dit qu'il faut augmenter les importations. Désormais, la centrale de Gardanne devra importer la moitié de sa ressource. L'étau est bien desserré sur la forêt méditerranéenne, mais effet pervers, elle va augmenter la contrainte sur les forêts d'ailleurs. Un simple déplacement du problème qui ne remet pas en cause le modèle. Celui qui est déjà à l'œuvre dans toute l'Europe
où d'autres centrales géantes biomasse s'implantent, au Danemark, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas ou encore en Italie. Mais c'est en Angleterre, le plus mauvais élève de l'Europe en matière d'énergie renouvelable, que ce modèle s'est imposé avec le plus de frénésie. Comme ici, à Drax, dans le comté du Yorkshire, où la plus grande centrale biomasse du monde tourne déjà depuis 2 ans. En 2016, elle devrait produire 4000 MW d'électricité et consommer plus de 7 millions de tonnes de bois. 10 fois Gardanne. C'est le plus grand projet de décarbonisation européen. Il permet de retirer le charbon du système et de le remplacer par la biomasse. Cette centrale permet de produire 7% de l'électricité britannique. On ne peut pas se passer d'une telle capacité et de toutes ces ramifications comme ça. Nous avons réussi à produire de l'électricité à un prix abordable, provenant d'une ressource renouvelable et flexible, là où le solaire et l'éolien sont irréguliers. En fait, en convertissant leur vieille centrale à charbon en centrale biomasse, ils ont réussi à prolonger la vie de leurs installations tout en bénéficiant des subventions du gouvernement. Quand ils ont vu cette opportunité de survivre et de s'engouffrer dans cette révolution des énergies renouvelables et d'avoir l'air comme ça terriblement vert, ils ont fait un lobbying intense pour obtenir des subventions. Les subventions, elles sont au cœur du combat de Duncan Lowe, un des fondateurs de l'ONG Biofuel Watch. Chaque année, il organise au cœur de la City une manifestation devant le siège londonien de Drax, le jour de son assemblée générale. Hey. Hello, Duncan. Hello. Nice to see you. Good to see you, man. Can I give you that? Yes. That's our... Thanks. Les gens de Drax sont implantés ici depuis longtemps, et ça fait un moment qu'ils réclament. Ils semblent avoir un modèle financier fort, mais ils sont totalement dépendants des subventions. Ce gouvernement, en subventionnant la biomasse, renforce l'immobilisme. Nous pourrions dépenser cet argent à faire baisser la consommation d'énergie et en investissant dans des énergies renouvelables qui ne seraient pas dépendantes d'une matière première importée ou d'un marché. Mais au lieu de ça, l'argent sert au fonctionnement d'une technologie obsolète qui, en fin de vie, aura coûté des centaines de millions d'euros d'argent public et qui, en réalité, n'aura contribué en rien à la transition énergétique. En rien. At all. Drax is a lumberjack, it's not okay. It burns all night and it burns all day. They cut down trees, they burn them up, collect their subsidy. Drax is a lumberjack, it's not okay. It burns all night and it burns all day. Pour l'heure, la centrale de Drax tourne à plein régime. 19 000 tonnes de granulés de bois en provenance des États-Unis et du Canada arrivent ici chaque jour. Contrairement à Gardanne, la centrale anglaise importe la totalité de sa biomasse. La forêt anglaise est très petite. Seulement 10% de notre territoire est encore couvert par des arbres, comparé à la France où vous avez 25%. Elle est vraiment très petite. C'est comme la quantité de bois produite. Elle est aussi très réduite. 10 millions de tonnes par an. Vous, en France, vous en produisez 4 fois plus. Donc, le Royaume-Uni a toujours été dépendant des importations, que ce soit pour le bois ou pour le papier. L'essentiel de nos ressources vient d'outre-Atlantique. Une situation qui préoccupe en tout premier lieu les Américains eux-mêmes. Ce jour-là, Adam Macon arrive de Caroline du Nord. Responsable de l'ONG américaine Dogwood Alliance, il est venu à Londres chercher des soutiens auprès des associations environnementales européennes. Ce par quoi je voudrais commencer ce soir, c'est vous parler des incroyables forêts du sud des États-Unis.
Laissez-moi vous parler une seconde, très rapidement, des bénéfices que ces forêts nous apportent. Elles purifient notre eau, elles nous protègent des inondations et des tempêtes tropicales. Ça, c'est une coupe rase. Et c'est ça qui finit en granules, ces arbres. Vous vous dites sans doute que cette photo a été prise quelque part en Indonésie, ou bien là où on sait qu'ont lieu ces pratiques. Non, ça c'est aux États-Unis. Et là, vous vous demandez comment c'est possible. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est de là que viennent vos granulés. Et c'est incroyable, mais c'est ça qu'on pratique. C'est la solution qu'ils ont trouvée contre le réchauffement climatique. Ça n'a aucun sens. Pour la plupart des gens, le terme biomasse sonne très bien. Ça ressemble à du développement durable, c'est bio, ça sonne super pour l'environnement, non ? Sauf qu'en réalité, l'industrie rase des forêts marécageuses pour les transformer en granulés de bois qu'elle exporte. Nous devons diffuser ce message. La folie biomasse aurait gagné l'Amérique. C'est donc là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, que se poursuit notre enquête. De fait, des côtes de Virginie au Texas, des dizaines d'usines de granulés de bois sont sorties de terre. En moins de 2 ans, les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial devant le Canada, leader historique. En 2009, par exemple, les États-Unis exportaient 146 tonnes de granulés de bois vers le Royaume-Uni. Seulement 146 tonnes. C'est peu quand on parle de bois. En 2014, à peine 5 ans plus tard, nous avons exporté 2,5 millions de tonnes vers l'Angleterre. C'est à ce genre d'explosion du marché qu'on a assisté. L'exploitation industrielle des forêts américaines n'est pas nouvelle. Mais son évolution est désormais suivie de près grâce à un tout nouveau système d'observation en temps réel. En association avec la NASA et Google, il a été développé ici à l'Université du Maryland. Nous étudions les forêts du monde depuis le début des années 2000 et nous avons découvert que les forêts d'Amérique du Nord font partie des forêts les plus intensivement exploitées au monde. Le déboisement dans ces régions est considérable. Le sud-est subtropical des États-Unis, disons de la Virginie à l'Oklahoma, a le plus fort taux de dégradation comparé à n'importe quelle autre région de la planète. Ceci est une carte de la couverture globale de la surface boisée avec ses pertes et ses gains, où, en vert, on voit les arbres qui sont restés debout pendant les 12 ans de l'étude. Si on zoome sur la zone du sud-est des États-Unis, ce paysage qui s'étend précisément de la Virginie jusqu'à l'est du Texas, c'est vraiment intensif. Chaque couleur représente une année de coupe. Si je zoome sur n'importe quelle zone, on voit l'empreinte humaine des changements effectués en permanence. Chaque petit carré est soit une zone de coupe, soit une zone de plantation. Dans les 20 dernières années, plus de 30% de cet environnement a été coupé ou replanté. Il ne s'agit donc pas d'un paysage naturel, mais d'un paysage industriel. C'est ça qui a été une vraie surprise, cette incroyable intensification de l'exploitation forestière. Southampton, au sud de la Virginie. D'ici arrivent et repartent chaque jour des dizaines de camions chargés de troncs d'arbres ou de granulés. Direction le port de Chesapeake, sur la côte est de l'État, à 70 km de là. Un terminal portuaire consacré exclusivement au fret de bois vers l'Europe, et plus particulièrement vers la Grande-Bretagne, qui représente à elle seule 80% de ses exportations. L'entreprise Enviva est le principal fournisseur de Drax. Elle règne en maître sur ce nouveau marché
Et soucieuse de son image, elle revendique à longueur de clip son implication écologique. InViva was founded in 2004 to help major utilities improve the environmental profile of energy generation. Pour fabriquer ces granulés, l'industriel le certifie, il n'utilise ni tronc ni grosses branches. Seulement des résidus inexploités de la filière. Bois tordus ou malades, brindilles et autres débris. InViva only takes wood from the last two types. Enviva est l'un des plus gros fabricants de granulés de bois au monde. Ce sont les plus monstrueux de leur catégorie. Ils ont des pratiques parmi les plus destructrices. Bien entendu, ils nient avoir tout effet néfaste sur la forêt. Mais pour moi, qui ai vu leur déboisement et la destruction des marécages, je sais que c'est un énorme mensonge. Adam Macon milite depuis 2 ans au sein de l'association Dogwood Alliance. Régulièrement, il part sur le terrain. Sa mission, apporter les preuves que les géants du bois prélèvent bien des arbres dans les forêts humides, contrairement à ce qu'ils annoncent. Cette fois-là, il a pris pour cible l'usine Enviva dans la petite ville d'Aoski, en Caroline du Nord. Là, un camion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est contourner l'usine. Comme ça, on aura une idée d'où les camions sortent et entrent. Et puis après, on va se trouver une planque. Oh mon Dieu. Première étape, prendre en filature un camion vide qui pourrait les conduire vers une coupe de bois. Oh, right here. Oh, il est là. Je vais essayer de faire une photo de sa plaque. AB50. Oh. 5113. But yeah, the c'est bon, la photo est bonne. AB50, 5113. AB50, 5113. C'est lui? Yeah. Oui. Yeah, one time Une fois, on a suivi un camion pendant 3 quarts d'heure. Et en fait, il rentrait chez lui. C'est le risque à courir. Tu sais où on est sur la carte? Oui, on est juste là. C'est un croisement de toute façon. Regarde, il tourne encore là-bas. Au bout d'1 heure de filature, le camion arrive à destination. Impossible de le suivre jusqu'au bout. La coupe se situe sur une parcelle privée, comme 90% des forêts du sud des États-Unis. La propriété privée, c'est une idée sacrée ici. Nous lui accordons une grande importance et c'est pour ça que toute tentative du gouvernement pour réglementer les coupes sur des propriétés privées rencontre une résistance politique très forte. Ce n'est pas politiquement réalisable. À cause de ça, nous aimons surnommer le sud des États-Unis le Far West de l'exploitation forestière, car tout est permis. Du coup, c'est très facile pour les sociétés forestières de venir ici et de faire n'importe quoi sans rien risquer sur le plan légal. Pénétrer ici sans autorisation pourrait coûter très cher à Adam Macon. Mais pour la bonne cause, le militant n'hésite pas à prendre le risque. Je fais une photo parce qu'il faut absolument archiver ça. Les marécages, c'est exactement ce qu'ils prétendent ne pas faire. C'est incroyable. Au bout du chemin,
le constat est sans appel. Il s'agit bien d'une coupe rase en forêt naturelle humide, où des feuillus et des arbres centenaires viennent d'être abattus. Ce qui est effarant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on surveille un site, on trouve une coupe rase à l'intérieur de cette forêt du Sud si précieuse. On tombe sur un paysage dévasté, un habitat détruit, et tout ça au nom de l'énergie verte. Le voilà. Tiens-toi prête avec ton appareil. Ultime étape de l'expédition, vérifier que les arbres coupés sont bien destinés à l'usine Enviva, où ils seront réduits à l'état de granulés. C'est quoi ça comme arbre? C'est clairement des feuillus. Il pourrait y avoir quelques pins avec. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en allant par là, on se dirige vers une autre usine Enviva. Il y a 2 camions derrière nous. Un avec des granulés et un avec des arbres. Tu peux faire une photo là, s'il te plaît? Je sens qu'on arrive bientôt à l'usine. Tu la vois là-bas? Vas-y, Rachel. Le camion qui entre. Wow, regarde cela. Vas-y, prends. Cela, c'est des feuillus. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise Enviva a choisi d'ignorer les révélations de Dogwood Alliance. Mais en dénonçant ces pratiques, l'ONG a réussi à mobiliser la communauté scientifique américaine. Une centaine d'entre eux, parmi les plus illustres, a même signé un courrier de protestation adressé aux responsables politiques européens. Dans leur lettre ouverte, les chercheurs s'attaquent au fondement même de l'industrie biomasse. L'un de ses signataires, Norman Christensen, est professeur émérite en sciences de l'environnement. Nous, sous-signés les scientifiques des États-Unis, sommes inquiets de l'utilisation croissante de bois récoltés dans les forêts des États-Unis. La création de centrales électriques en Europe est la conséquence de politiques énergétiques peu judicieuses fondées sur une idée fausse, l'idée que brûler du bois diminuerait les émissions de CO2. Si on se met à déboiser des forêts anciennes, disons de 80 ou 100 ans, avec des arbres assez gros, en termes de quantité d'électricité produite, les émissions de CO2 correspondantes sont comparables à celles issues du charbon. Et donc, du point de vue de la gestion des gaz à effet de serre, de la gestion du climat, il n'y a pas le moindre avantage. On ferait tout aussi bien de brûler du charbon que d'abattre des arbres. La raison à cela est que quand on déboise une forêt ancienne, on lâche dans l'atmosphère un gros réservoir de CO2. Or, il faut beaucoup de temps pour que ce CO2 revienne. En outre, on doit transformer ce bois, le transporter. Toutes ces étapes consomment de l'énergie et génèrent à leur tour des émissions de CO2.
Entre les déclarations des scientifiques et la mobilisation des associations environnementales, l'affaire fait grand bruit aux États-Unis. Le Washington Post lui-même s'est emparé du sujet. Dans un article daté du 2 juin 2015, le journal alerte à son tour sur l'augmentation des coupes de bois dans les forêts du Sud. Mais en dépit des critiques qui s'accumulent, la filière bois américaine, leader mondial depuis 2012, continue de croire en un avenir radieux. Ma conception de la forêt diffère grandement de celle d'Enviva. Leur définition de la forêt inclut la monoculture, les plantations de pins, rangées après rangées, d'arbres souvent génétiquement modifiés, sur lesquels on pulvérise des pesticides pour les faire pousser très vite. J'aimerais exhorter la France, les décisionnaires français, à réfléchir à l'ampleur avec laquelle cette industrie est en train de se développer. Un appel qui, pour l'heure, semble avoir peu de chances d'être entendu. Dans le sillage des États-Unis, plus au nord, le Canada est entré à son tour dans la course. Longtemps en pole position sur le marché du bois, il a perdu sa première place en ratant le virage biomasse. Depuis, le pays cherche à combler son retard. Pour preuve, le nouveau terminal portuaire de la ville de Québec, tout juste inauguré. D'ici quelques semaines, des dizaines de cargos chargés de granulés vont pouvoir partir pour Drax. Longtemps, les Québécois ont cru leur forêt immortelle. Immense, elle leur semblait protégée des excès industriels. Et puis, il y a 15 ans, un homme a changé la donne. Tu déplies la carte, l'accordéon s'envole, comme un dernier jour d'école, en feu. Chanteur de renom, Richard Desjardins est l'une des personnalités les plus populaires de la belle province. En 1999, c'est avec un film, L'Erreur boréale, qu'il bouleverse le Québec. Un film qui révélait le pillage des forêts de son pays natal. À chaque année, en forêt boréale québécoise, on charge 1 million de camions de bois. Pare-choc à pare-choc, ces camions formeraient une caravane qui s'allongerait sur la moitié de la Terre. Tout ce qu'on récolte de bois dans la forêt boréale, en une année, si on le met en brin de scie, on peut remplir à ras-bord 10 stades olympiques. C'est quelque chose, la forêt, au Québec. Elle fournit 70 000 emplois directs et fait vivre des villes entières. C'est de loin la plus grosse business ici. Le tollé que provoque alors le film oblige le gouvernement québécois à lancer une commission d'enquête. 15 ans plus tard, nous avons rencontré son réalisateur. Ça a créé un véritable état de choc. Les Québécois ici, ils n'étaient pas au courant. Peut-être qu'ils soupçonnaient, pour ceux qui allaient sur le territoire, mais les Québécois en général, ils ne se doutaient pas, mais pas du tout, que cette forêt-là, qu'on pense éternelle, et aussi qu'on pense qu'on ne pourra jamais en venir à bout, à cause c'est 3 fois la France, là, en forêt. Jamais il aurait pu s'imaginer qu'il y avait des limites, qu'on pouvait en venir à bout. On a pas mal récolté tout ce qui est dans le sud du Québec et on monte de plus en plus vers le nord. Et puis là, mais les arbres, il va y avoir des crises vraiment très dramatiques, là, parce que plus qu'on monte, plus les arbres sont petits, plus ils sont clairsemés, plus ça coûte cher à aller chercher. À un moment donné, les compagnies forestières ne pourront pas, ils vont devenir... Ils sont déjà déficitaires. Les grosses compagnies de bois sont déficitaires, ils ont des dettes de milliards de dollars. Puis nous, on compense aussi. Voilà.
À la suite de son film, Richard Desjardins fonde l'association L'Action Boréale. Ah ouais, c'est ça, je me souviens de la cabane. Aujourd'hui, le militant chanteur est toujours en lutte avec l'industrie du bois. Les gens se demandent beaucoup depuis l'ère boréale si les choses ont changé en foresterie. On voyait ça il y a 15 ans, il y a 20 ans. Puis là, bon, ben, il y a eu une enquête publique, il y a eu le rapport qui dit qu'il faut maintenant, il faut faire une gestion écosystémique de la ressource. Puis là, c'est ça. Ça, c'est la gestion écosystémique de la ressource. Et en plus, il y a un nouveau concept qu'on voit un peu partout, les forêts labellisées. Ça, c'est une forêt certifiée, ça. C'était une foresterie certifiée. Mais je vois aucune différence avec ce qu'il y avait auparavant. Là, la prochaine étape, probablement, c'est d'amener l'aspirateur à biomasse, puis faire de la granule. Je sais pas. On dit on veut faire une gestion écosystémique d'une forêt. Premièrement, il faut un inventaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas après? Mais il y a, sur un territoire ici, on appelle ça la grande région d'Abitibi, qui est grande comme la Hollande, bien, il y a 4 biologistes. Alors, tu as plus de chances de rencontrer un cougar qu'un biologiste. Je ne suis pas contre la foresterie, mais on vient d'une famille forestière. Mais ma guitare est en bois, mon piano est en bois. Mes cordes sont en métal, je viens d'un pays minier aussi. Je suis pour ça. Mais je suis contre le saccage, contre le pillage, contre cette mentalité de vendre en vrac. Et les prospecteurs sont arrivés. Les gisements sont trouvés. Les tranchées sont creusées. Les barrières sont dressées. On changera le nom des lieux du territoire. La nouvelle ville portera le nom du grand patron qui n'y mettra jamais les pieds. C'est ça, dans le fond, qui m'éloigne des forestiers et qui fait qu'on a beaucoup de mal à dialoguer. C'est qu'eux, ils ont une idée bien nette, bien circonscrite. Ils y arrivent, mais tout le reste, je crois qu'ils s'en fichent, j'en suis sûr même. Et donc les aspects écologiques, les aspects liés à la biodiversité, les aspects liés au gaz que nous respirons, c'est de l'écologie fondamentale. On est tous impliqués. Vous êtes devant un arbre, un grand arbre. Une bonne question à se poser, c'est d'où vient la matière de cette chose-là. Quand on regarde les bandes dessinées et les films, on voit souvent les arbres pousser comme ça, un peu comme un tube de dentifrice qui laisse sortir du... Voilà. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Un arbre, ça sort pas du sol. Ce qui vient du sol, c'est quelques kilos pour un grand arbre. Je crois qu'il faut définir l'arbre comme un amas de polluants atmosphériques. C'est de la pollution bloquée et rendue visible. Dans ces conditions-là, qui serait assez stupide pour démolir sciemment nos usines d'épuration. J'ajoute que c'est de l'épuration gratuite. Pour la plupart des gens, la destruction des forêts naturelles, disons, ça ne va pas être un drame. Simplement, c'est un manque de recul, c'est un manque d'appréciation de la place de l'homme dans la biodiversité.
moi je suis biologiste, je suis entouré de gens qui sont des biologistes et qui vont vous dire que l'homme étant le produit de la diversité biologique, détruire les bases de cette diversité, c'est proprement suicidaire. Qu'est-ce qui va se passer pratiquement? Une élévation de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique, ça c'est clair. Si on coupe les arbres, le carbone stocké dans le bois repasse forcément dans l'atmosphère, tôt ou tard. Ça peut mettre plus ou moins longtemps, mais de toute façon c'est inéluctable. Donc une élévation du taux de gaz carbonique, donc un réchauffement climatique, c'est un gaz à effet de serre. Donc voilà, la fonte des glaces, l'élévation des océans. Alors, vous savez qu'ici, dans la région que j'habite, on n'est pas loin de la surface de l'eau. Il ne faudrait pas que ça monte beaucoup pour mettre des millions de gens dans un profond embarras. D'un côté, un modèle industriel comme à Gardanne, fondé par essence sur le très court terme. Un monde où le bois se mesure à la tonne comme un banal minerai. De l'autre, l'univers de la forêt, fragile et infiniment lent. Si lent que celui qui plante un chêne sait qu'il ne le verra jamais s'épanouir. Deux visions opposées s'affrontent ainsi sur l'avenir de nos forêts, source irremplaçable de diversité et de vie. Un bien commun essentiel, aujourd'hui en voie de destruction massive.